camarades, bonsoir à toutes et tous. On va sans formalisme commencer cette nouvelle rencontre Cercle ENA Entreprise Agorena. Malgré la Covid, c'est de plus en plus compliqué d'organiser des manifestations, mais nous y sommes parvenus grâce à l'aimable concours de Gîtes qui nous accueille encore une fois. Nous aimerions être plus nombreux, comme nous le sommes d'habitude, mais un certain nombre d'entre nous se trouvent devant leur écran, en ligne, en visioconférence, pour pouvoir participer à distance. Et c'est l'essentiel. Et dans ce contexte évidemment très particulier, très chahuté, qui n'est simple pour personne, je tiens à très chaleureusement remercier François Pupponi, qui arrive de l'Assemblée nationale, où il était occupé et qui, malgré toutes les difficultés, a répondu présent dès le moment où on l'a sollicité. J'y suis évidemment très sensible. Alors, quelques mots très rapides de présentation. François Pupponi, vous avez été maire de Sarcelles de 1997 à 2017, pendant 20 ans. Vous êtes député du Val d'Oise, c'est votre 3e mandat, si je ne me trompe. Vous êtes un homme politique particulièrement engagé. Et votre territoire, pour prendre un terme qui est devenu très à la mode aujourd'hui, c'est la ville de Sarcelles. Il se trouve que je la connais un peu aussi, puisque à un moment de ma vie professionnelle, j'ai été concessionnaire avenue Paul Valéry, dans la cité des Flanades. Donc je vois bien à quoi correspond Sarcelles. Ce Sarcelles, alors on me dit de me déplacer pour être dans l'axe de la caméra. Merci. Ce Sarcelles, évidemment, ne ressemble plus à celui que les amateurs de cinéma ont pu connaître quand ils voient les premières images de Mélodie en sous-sol. Et le petit pavillon où se rend Jean Gabin, il a totalement disparu. Voilà. Et dans ce Sarcelles, évidemment, se sont invitées différentes communautés. Et le multiculturalisme que l'on redoute aujourd'hui s'est largement développé dans cette ville. Ça a fait son originalité, ça fait peut-être aujourd'hui les difficultés devant lesquelles cette ville est confrontée, auxquelles cette ville est confrontée. Et bien entendu, c'est un point qui ne pourra pas nous laisser insensibles. François Pupponi, vous avez publié en début d'année un ouvrage, Les Émirats de la République, ou comment les islamistes prennent possession de la banlieue. Et bien entendu, cet ouvrage que j'ai lu attentivement a le mérite de faire la part entre le jugement d'humeur et l'analyse de fond. Vous ne tombez pas dans ce qui, selon moi, est un excès chez certains de considérer a priori que l'islam et la République ne sont pas conciliables. Mais vous mettez en évidence, en tout cas, les difficultés auxquelles la République se trouve aujourd'hui confrontée en raison des coups de butoir que l'islamisme radical lui porte très régulièrement. La semaine dernière, le président de la République, on a quand même été pas mauvais en termes de calendrier, si je fais référence aux déclarations du président Macron. La semaine dernière, le président de la République, au bureau d'autres territoires perdus de la République, a fait un long discours sur la nécessité qu'il y avait de faire reculer ce qu'il a appelé le séparatisme islamiste. Vous nous direz ce que vous pensez de cette expression. Elle semble elle-même faire débat, puisque ce matin sur les ondes, le ministre de l'Intérieur a précisé que le terme de séparatisme n'apparaîtrait pas dans le projet de loi, qui devrait être rebaptisé laïcité et république. Alors, ce discours sur la lutte contre le séparatisme est-il le signal d'un tournant face à un danger de plus en plus imminent? Quand je relisais votre livre et que je regardais les propositions faites par le président de la République, j'y trouve certaines convergences et certains des remèdes que vous appelez pourraient bien figurer dans ce projet de loi dont le Parlement devrait être saisi un jour symbolique, puisque ce serait le 9 décembre prochain, jour anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. François Pupponi, le titre de votre livre, c'est « Les Émirats de la République ». Alors, la France est-elle déjà un émirat sans pétrole, ou va-t-elle le devenir? Peut-on encore dévier le cours de l'histoire, ou est-ce déjà trop tard? C'est de tout ça que nous allons parler ensemble ce soir. Je voulais, avant de vous céder la parole, remercier nos partenaires, le cabinet Gîtes qui nous accueille, maintenant de manière régulière depuis quelques années,
mais également Préfonds Retraite, GMF Assurance, CNP Assurance, Banque Transatlantique, grâce auxquelles notre association peut avoir un programme événementiel aussi riche que possible tout au long de l'année. Je voudrais aussi, à travers la caméra, adresser un petit message amical à un de nos fidèles auditeurs qui n'est pas là ce soir parce que le Covid lui cause quelques tracas. Je pense à Alain Granger-Cabane. Alors, cher Alain, si tu es devant ton écran, toutes nos salutations les plus chaleureuses en espérant te retrouver au plus vite. Cher François, la parole est à vous, à moins qu'André veuille dire quelques mots. Voilà, je voulais juste à mon tour remercier une fois de plus Gide pour son accueil. Et puis à mon tour, remercier une de nos camarades qui est très loin, parce qu'elle était aux États-Unis, Anne Miller. Voilà, c'est connecté, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc un salut très chaleureux à Anne, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, la parole est à monsieur le député François Pupponi. Bien, merci. Je vais peut-être me lever, je préfère parler debout. Merci, Daniel, de tes propos introductifs. Bon, d'abord, excuse-moi pour le retard, parce que j'étais à l'Assemblée nationale, je défendais des amendements, et c'est toujours très compliqué, le timing est pas très bon parfois. Alors, bon, moi, je suis parti d'un constat, qui est que j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans, une ville dite de banlieue, avec des difficultés sociales, mais j'ai toujours considéré que Sarcelles était un laboratoire qui avait 10 ans sur ce que pouvait être une partie de la France dans 10 ans. C'est-à-dire une ville où les communautés sont très importantes. Et s'il y a des communautés importantes, c'est parce que Sarcelles, c'est principalement un grand ensemble, tu en parlais tout à l'heure, un grand ensemble, qui a été construit par la Caisse des dépôts et l'État, à la demande de l'État. Et la quasi-totalité des logements de ce grand ensemble ont été attribués par des filiales de la Caisse des dépôts, l'ancienne SIC ou maintenant CDC Habitat, et l'État. La mairie ayant très très peu d'attributions de logement. Et quand on regarde 50 ans après comment Sarcelles est peuplée, elle est peuplée à base de communautés. Donc quand Manuel Valls disait à l'époque qu'il y avait une politique d'apartheid, c'est les mots qu'il avait, et qu'on avait organisé la ghettoisation, moi je partageais complètement. Oui, la France a construit des grands ensembles et a peupler ces grands ensembles de populations issues de l'immigration à base de communautés. Bon. Alors on pourra disserter pendant longtemps sur pourquoi, comment c'est arrivé. Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la volonté? Est-ce que c'est... Moi, je toujours considéré que la France était un peu le pays de l'entre-soi, qu'on avait beaucoup, on parlait beaucoup de la mixité sociale, du respect, du mélange, mais personne ne voulait se mélanger avec l'autre. Donc en fait, on aime bien vivre entre nous, avec des gens qui nous ressemblent, et on ne veut surtout pas se mélanger avec les autres. Le résultat, c'est que les grands ensembles se sont construits et ont été peuplés avec une politique de peuplement qui a été organisée par l'État, les bailleurs sociaux et parfois certains élus. Hein. Il ne faut pas nier ce qu'il en est. Bon, tout ça fonctionnait plutôt bien. Voilà, les communautés se respectaient, il y avait des problèmes sociaux, mais les gens se débrouillaient. On arrivait à s'en sortir. Alors, bien sûr, il y avait plus de chômage qu'ailleurs, il n'y avait pas de mixité d'origine, très peu de mixité sociale, mais ma foi, ça fonctionnait. Alors, ça fonctionnait d'autant plus que l'État, les collectivités mettaient beaucoup d'argent. Il y a eu la politique de la ville, il y a eu l'ANRU, et que bon, ça fonctionnait. Et puis, il y a un moment où une partie de ces populations issues de l'immigration, particulièrement maghrébine et d'Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, ont un retour vers la religion. Alors, ce n'est pas les seules communautés. Hein. Moi, j'ai vu la communauté juive, très présente à Sarcelles, avoir un retour vers la religion. Quand les Juifs sont arrivés à Sarcelles à la fin de la guerre d'Algérie, ils faisaient Kippour. Aujourd'hui, la communauté juive, elle fait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, toutes les grandes fêtes. Hein. Les Juifs sont devenus très religieux dans la ville. Pareil sur la communauté catholique et chrétienne. Les églises sont pleines. Donc il y a eu un retour de religieux. Et la communauté musulmane, les membres de la communauté musulmane qui pratiquaient très peu, il y avait très peu de lieux de culte à Sarcelles, ont à un moment ressenti le besoin, eux aussi, d'avoir un retour vers la religion. Alors comment moi j'ai pu le constater, il y a 20 ans, lorsqu'on allait dans les mosquées pour la fête de l'Aïd, puisqu'on avait présenté nos vœux à la communauté musulmane, comme on le faisait pour la communauté juive ou la communauté catholique, il y avait un gymnase, 2 gymnases qui étaient pleins. Bon. Aujourd'hui, quand vous allez au même endroit présenter des vœux, vous avez
plus qu'un gymnase, mais à l'extérieur du gymnase, il y a 2000 personnes. Et des jeunes. Donc on a vu comment cette communauté, comme d'autres communautés, se sont rapprochées de leur religion. Bon, c'était une donnée. Là-dessus, que se passe-t-il ? Des quartiers ghettoisés, communautarisés, des difficultés, le sentiment que la France n'a pas bien considéré ses territoires et leur population. Et donc arrive depuis 5, 6 ans, 10 ans, l'islam radical et l'islam politique. Alors, ce processus, il est mondial. Hein. Partout, les frères musulmans, les salafistes, essayent d'aller récupérer des musulmans en disant « Venez avec nous, vous verrez, c'est mieux. L'islam de l'autre manière est plus respectueuse. Et puis, on va s'occuper de vous, on va s'occuper de vos enfants. » Bon, les frères musulmans, ils occupent le champ éducatif, social, culturel, sportif. Ils s'occupent de tout. Vous avez des difficultés sociales, ils sont là. Vous avez des difficultés éducatives pour vos enfants, ils sont là. Vous voulez faire du sport, ils sont là. Vous voulez du soutien scolaire, ils sont là. Il y a un décès, ils sont là. Ils sont tout le temps là. Bon. Et petit à petit, ces associations liées à l'islam radical, et soit au salafisme, soit aux frères musulmans, s'installent et prospèrent. Ils prospèrent d'autant plus que nous sommes dans un pays démocratique, avec beaucoup de liberté, que la liberté éducative existe, la liberté associative existe, la liberté de culte existe, et donc globalement, ils respectent les lois de la République, pour ne pas dire ils les utilisent à plein, et ils proposent aux populations ce qui se passe. Mais étant lié à l'islam radical, il y a l'islam politique. Et donc derrière, il y a une volonté de prendre le pouvoir, de se présenter aux élections et de prendre le pouvoir. Non pas pour dire nous voulons notre place, nous voulons être intégrés, c'est de dire nous sommes musulmans, nous voulons un islam rigoriste et nous voulons imposer à la France notre manière de pratiquer notre islam. Donc ils ne sont pas dans une logique de dire nous on veut être dans un grand espace commun qui s'appelle la France, être des citoyens complètement intégrés. Ils disent non, nous on est comme on est, on a notre croyance et on veut vivre notre croyance comme on veut et on va l'imposer. Voilà, on va s'imposer dans notre pays et on le fera y compris en prenant le pouvoir politique, en se présentant aux élections. Donc les choses... Alors, qui y a derrière le frère musulman ? Il y a beaucoup les réseaux turcs, très actifs, et puis des réseaux liés parfois à l'Arabie Saoudite, parfois bien sûr à l'Égypte via les frères musulmans, parfois au Qatar, mais bon, globalement, c'est quand même très frères musulmans et turcs. Très actifs, très présents. Et donc, les choses commencent à se mettre en place. Et moi, j'ai contre moi l'élection législative de 2017, Sami Deba, qui est le créateur du comité contre l'islamophobie en France, le fameux CCIF, reconnu comme étant un frériste, quelqu'un très proche des frères musulmans, qui se présente aux élections et qui est au deuxième tour contre moi, et au premier tour, il bat les autres candidats de la France insoumise en particulier et du Parti socialiste. Moi, j'étais candidat du PS, mais il voit la France insoumise du Parti communiste, pardon, moi j'étais encore socialiste. Et donc, il se présente au deuxième tour contre moi, et à Garges-les-Gonesse, ville de 42 000 habitants, il fait 52% au deuxième tour. Il a perdu l'élection municipale de juin dernier à 150 voix, dans une ville de 52 000 habitants. Il y a un recours. Bon. Donc voilà, donc une présence politique très forte. Alors, moi j'ai essayé de comprendre, et c'était l'intérêt de mon livre, c'est comment on arrive à tout ça. Bon. On arrive à tout ça parce que la France a ghettoisé ses quartiers, il y a peuplé des populations issues de l'immigration. Ces populations, pour certaines, se sont rapprochées de l'islam, et la France est incapable depuis pratiquement toujours de parler de l'islam et aux musulmans et aux Français. De dire, on est dans un pays qui effectivement était catholique, très bien, il y a une communauté juive qui était importante, oui, et puis maintenant il y a une communauté musulmane importante. Et c'est un sujet tabou dans notre pays. On ne veut pas en parler. Donc les musulmans se débrouillent comme ils peuvent pour construire des lieux de culte, les élus en cachette financent des mosquées en disant mais c'est des lieux culturels, donc voilà, mais parce que à la fois certains veulent ne pas avoir de problèmes électoraux, d'autres considèrent qu'il n'y a pas de raison que les musulmans n'aient pas des lieux de culte comme les autres. Bref, il y a toutes les raisons possibles et imaginables. La communauté musulmane dit mais nous on existe, on est français, on ne veut pas poser de problème à la République, mais on veut vivre notre religion
quand même en étant respectée, en pouvant la vivre dans des bonnes conditions, et personne ne leur répond, à part localement certains élus qui essaient de répondre à leurs revendications légitimes, et j'en dirai un mot après. Voilà, on est dans un pays qui dit « Oh là là, non, nous, on a réglé le problème en 1905, circuler, il n'y a plus rien à voir. » 1905, on a dit séparation des églises et de l'État, la République ne salarie aucun culte, liberté absolue de conscience, mais on ne s'occupe plus de rien. Et les musulmans, ils disent, mais attendez, c'est gentil, mais nous, en 1905, on n'était pas là. Comment on fait? Ah, ben, c'est pas notre problème. Nous, on a réglé le problème en 1905, on ne veut pas en parler. Bon, les musulmans, ils ont le sentiment en France, et je répète, la quasi-totalité des Français de confession musulmane sont des gens qui respectent la République, qui respectent les lois de la République, qui veulent un parcours exemplaire pour leurs enfants, qui croient à l'école de la République et qui veulent juste vivre leur religion tranquillement, en respectant les lois. Donc, ils ne sont pas du tout dans une logique de rupture. Et on dit à ces gens-là, ben non. Alors, les réseaux de l'islam radical, ils arrivent en disant, vous voyez bien, ce pays ne vous aime pas. Ce pays est raciste. Il a colonisé vos parents et vos ancêtres. Il a utilisé vos parents pour venir dans les usines en France. Il n'aime pas les musulmans. Il est islamophobe. Il est raciste. Il est négrophobe. Ne vous laissez plus faire, venez avec nous et nous, on va vous défendre. Et les jeunes, ça marche. Les jeunes disent, ah tiens, oui, ce discours-là, ça me plaît. Donc, ils recrutent parmi les jeunes. Et moi, j'ai vécu le basculement lorsqu'il y a eu la fameuse théorie du genre. Vous savez, cette fameuse théorie dont on voulait parler à l'école. Là, les réseaux de l'islam radical se sont frottés les mains. On dit, oh là là, ça, je vais dire, c'est du pain béni. Ils ont été voir les musulmans en disant, vous avez vu ce que fait l'école de la République? Ils veulent confier vos enfants à des pédophiles, ils veulent parler d'homosexualité. Vous avez vu? Ne mettez plus vos enfants dans ces écoles, venez chez nous. On s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura plus ces sujets-là. Et à chaque fois que la République ou qu'une institution républicaine essaye de faire quelque chose qui peut poser une difficulté dans la société, hop, les islamistes radicaux arrivent en disant, ah, vous voyez, ce pays ne vous aime pas. Deuxième exemple, je ne sais pas qui a inventé un jour en disant, oh là là, les femmes voilées, mères de famille qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires, c'est une honte. La République est en danger. Moi, j'ai essayé d'expliquer, écoutez, vous êtes bien sympathique, mais si à Sarcelles, j'interdis aux mères de famille qui confient leurs enfants à l'école de la République, à qui les enseignants demandent de venir les accompagner dans les sorties scolaires, je leur interdis d'aller aux sorties scolaires parce qu'elles sont voilées, il n'y a plus de sortie. Parce qu'il n'y a plus assez de mères de famille non voilées qui acceptent de venir. Voilà. Et moi, je ne peux pas en vouloir à une mère de famille pratiquante musulmane qui met le voile de venir s'occuper de l'éducation de son enfant dans l'école publique. C'est plutôt bien, au contraire. Et ceux qui veulent... et à chaque fois qu'on a proposé d'exclure les mères de famille, l'islam radical est arrivé en disant à ces mères de famille, bon, oui, cette France ne vous aime pas, la France est islamophobe, confiez-nous vos enfants et vous n'aurez pas de problème. Voilà. Alors, comme les institutions républicaines ont été incapables de réagir, l'islam radical a pris de plus en plus de place, politique, sociale, éducative, etc. Alors, moi, j'ai été un de ceux qui a beaucoup parlé de ça avec le président de la République, qui avait une vision, au début, très libérale. Hein. C'était... moi, je n'ai pas à m'occuper de religion, je n'ai pas à m'occuper de laïcité, débrouillez-vous, qui se débrouille. Et puis même vis-à-vis de la communauté musulmane, on va être relativement tolérant, etc. Bon, et puis on a dit, écoute, il y a la communauté musulmane qui ne pose pas de problème, et puis il y a une partie de l'islam radical qui pose des problèmes. Et c'est ce qui explique l'évolution du discours du président de la République entre le communautarisme, parce qu'au début, il voulait lutter contre le communautarisme, et maintenant, il parle de séparatisme. Il dit, moi, je veux me battre, il l'a dit l'autre jour au Muro, contre ceux qui ont décidé d'attaquer la République et de se séparer de la République. C'est l'ennemi, c'est contre cet ennemi-là qu'il faut se battre. Et moi, je lui avais dit, je n'étais pas le seul à dire, mais effectivement, il faut désigner l'ennemi, lutter contre l'ennemi, mais il faut aussi parler aux musulmans. Alors, peut-être en même temps, peut-être en deux temps différents, mais la France ne peut pas, comme ça, indéfiniment, éviter le débat de la place de l'islam en France. Parce qu'en l'évitant le débat, on laisse la place à l'islam radical
et on laisse la place à l'extrême droite, qui bien entendu dit, mais regardez ces femmes voilées qui sont dans nos rues, regardez ces djellabas, regardez ce qui se passe, la France est en train de s'islamiser. Et donc on a d'un côté l'extrême droite qui utilise la peur de l'islam, et de l'autre côté l'islam radical qui dit, ce pays vous aime pas, venez chez nous. Et au milieu, il y a la République. Et la République, elle disait, moi j'en parle pas. Bon. Donc là, le président de la République, moi je pense, a eu raison de dire, l'ennemi c'est l'islam radical, les musulmans ont droit d'avoir toute leur place dans la République française. Alors à la fois, il dit, je ne suis pas concordataire, c'est-à-dire je n'ai pas à m'occuper de l'organisation de religion, mais quand même, les imams devront être formés en France, le financement des mosquées, il faut regarder, et je demande aux musulmans de France de me dire un peu comment ils veulent faire, et sous-entendu, s'ils ne le font pas, je m'en occuperai. Donc à la fois, il dit, je ne suis pas concordataire, il ne se prend pas pour Napoléon en 1804 avec la communauté juive, il dit, je ne suis pas concordataire, mais voilà quand même les règles. Et pour moi, il a raison de le faire. Moi, je pense qu'une république forte, qui a été capable de parler en 1905 et de dire, voilà quelles sont les relations entre les églises et l'État, une république forte doit être capable en 2020 de dire à une religion importante qui arrive dans notre pays, voilà comment on va fonctionner ensemble. Et avoir le débat, c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve d'être fort sur ses valeurs, fort sur ses principes, et d'être capable d'engager la discussion. Et si on rajoute à ça que la France n'est pas n'importe quel pays dans le monde, on peut être un peu un phare pour l'ensemble de la planète, pour leur dire, voilà ce que pourrait être, ce qu'a appelé le président de la République, un islam des Lumières dans un pays comme la France. Et donc, quelque part, continuer à montrer la voie en respectant les principes de laïcité, tout en disant une religion, comme on l'a toujours fait en France, voilà les règles pour être croyant dans notre pays. Et une laïcité dynamique ne doit pas avoir peur du débat aujourd'hui. Et c'est en ayant peur du débat que, justement, la laïcité et la République, je pense, moi, perdent de la présence et qu'on laisse le champ ouvert à d'autres. Donc voilà un peu l'intérêt du livre. Alors depuis le livre, il y a eu bien sûr, comme Daniel l'a dit, le discours du président de la République. Et voilà un peu où on en est. Alors ce qui m'inquiète, et je le dis dans le livre et je le dis maintenant après le discours du président de la République, moi je n'ai pas de doute sur la volonté au plus haut niveau de l'État, que ce soit le président de la République, le ministre de l'Intérieur, ils ont les idées claires. Ils ont des convictions, ils ont annoncé ce qu'ils pensaient, et donc il y aura un débat à l'Assemblée nationale où il y aura une loi qui sera débattue, où on votera une loi. Donc on aura un grand débat premier semestre 2021 où on va débattre de ces lois sur la laïcité, plus maintenant sur le séparatisme, sur la laïcité, sur la place de la République, sur la place de la religion, sur le droit à l'éducation. Vous avez vu tous les sujets qui ont été évoqués par le président de la République. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Le débat sera de haut niveau. Il sera passionné, comme à chaque fois qu'on parle de laïcité et de République. En 1905, quand on reprend tous les débats, ce n'était pas un long fleuve tranquille, c'était un débat passionné, engagé, et ça sera encore le cas aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui, l'État déconcentré, les fonctionnaires de l'État au niveau local, ne sont plus les soldats et les hussards noirs de la République capables d'aller défendre la République tous les jours. Voilà. Pour plein de raisons. Hein. Il y a de moins en moins de fonctionnaires, certains n'y croient plus, il y en a qui sont fatigués. Et alors, les fonctionnaires, c'est qui ? C'est les enseignants, les policiers, les agents de l'État. Mais globalement, moi, je ne sens plus de la part de l'État cette volonté de construire la République tous les jours et d'être présent. Et donc une République avec ses agents qui occupent peu le terrain. Moi, j'ai l'habitude de dire, les fonctionnaires, ils font les 35 heures, et l'islam radical, ils sont là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Donc, quand on rentre le soir à la maison et le week-end et qu'on n'est pas là, eux, ils sont sur le terrain. Voilà. Donc, soit on est capable d'avoir une structure, des agents de l'État, des représentants de l'État qui sont tous les jours sur les quartiers, tous les jours à s'affronter à ces réseaux-là, et on pourra peut-être y arriver. Si on continue à laisser le terrain, ils auront gagné. La partie sera perdue pour la République, alors pas partout, mais dans une bonne partie du territoire français. Ça, c'est mon inquiétude. La volonté, elle est là. Est-ce qu'on aura les moyens humains d'aller mener la bataille ? J'ai sincèrement un doute. Quand je vois ce que je vis depuis des années, entre ceux qui ont peur, entre ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, entre ceux qui sont complaisants, et entre ceux qui ont dealé,
Ceux qui ont envie de se battre, ils ne sont pas nombreux. Hein. Bon. Quand je parle de ceux qui ont dealé, ça peut être de l'État ou des élus. Il y a des élus qui ont dealé. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme, c'est une réalité. Une grande partie de la gauche a décidé de passer un accord avec ces réseaux-là. Alors, pour plein de raisons, hein, c'est la culpabilisation pour la période post-coloniale, c'est la victimisation, c'est des motifs électoraux basiques en disant en se mettant avec ces gens-là, on aura des voix, donc on pourra gagner plus facilement et garder nos mairies. Il y a tout ça qui est mélangé. Mais la gauche, et pas que l'extrême gauche, la gauche a passé un accord avec ces réseaux dans ces quartiers. Le deal est passé, donc l'islamo-gauchisme est une réalité. D'autres n'osent pas les affronter. Les troisièmes ont peur ou disent « Ouh là là, mais peut-être qu'en les laissant un peu prendre de la place, on s'en sortira, les affronter, c'est peut-être pas bien. » Bon, il y a toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, globalement, j'ai plutôt le sentiment que les institutions républicaines au niveau local, qu'elles soient nationales ou locales, que ces institutions républicaines ont baissé la garde et n'engageront pas le combat, malgré le discours volontaire du président de la République. Bon. Donc voilà où on en est. Moi, je suis convaincu qu'on est à un tournant de l'histoire de notre pays. Soit la République française est capable, forte de ses valeurs, d'avoir un grand débat sur la laïcité et la place des religions, et en particulier la religion musulmane, et on sortira grandi de cet exercice politique, philosophique, parce qu'on sera capable de montrer la voie à d'autres pays. Soit la République française est faible sur ses valeurs, et on sera laminé par des gens qui sont compétents, formés, financés, militants et convaincus de leur propre combat. C'est le cas des frères musulmans ou des salafistes en particulier. Ils savent pourquoi ils le font. Ils ont une idée bien précise des choses et ils utiliseront toutes nos faiblesses. Donc, voilà un peu la situation que j'ai analysée, le livre que j'ai écrit, comment j'aborde le débat avec le président de la République et à l'Assemblée nationale. Et comment j'ai vécu ces choses. Alors, je répète, mon livre, c'était aussi, et je terminerai là-dessus, mon livre, c'est aussi pour alerter le pays en disant, mais ouvrez les yeux, voilà ce que je vis, ouvrez les yeux. Je le répète, Sarcelles, c'est un laboratoire qui a souvent 10 ans d'avance sur ce qui peut se passer. Voyez comment ça se passe chez nous. Si on n'y prend pas garde, ça se passera ailleurs. Soit on a un sursaut républicain pour essayer de sauver la République et les valeurs que l'on défend, et on pourrait y arriver, mais le sursaut doit être collectif et le plus important possible. Soit on n'a pas ce sursaut, et alors il y aura une partie des territoires de la République qui basculeront complètement et qui seront aux mains de ces réseaux. Voilà. C'est ça qui joue. C'est pas neutre. Parce que quand on rajoute à ça le fait que, bien entendu, 95% des musulmans de France ne posent pas de problème, mais qu'au sein de l'islam de France, il y a après l'islam radical qui, lui, veut poser problème, et que bien entendu, il y a le djihadisme, et on connaît tous les drames que nous avons connus depuis des années avec des Français, des jeunes Français, qui tuent d'autres Français au nom du djihad, ou d'autres qui partent en Syrie faire la guerre, et qui s'attaquent également à des compatriotes sur le sol national. Bon. Donc voilà où on en est, et maintenant, je suis toujours bien sûr prêt à répondre à toutes vos questions, observations, parce que je pense que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, mais pour la première fois depuis longtemps, le président de la République a dit le moment est venu d'avoir le débat officiellement et que chacun puisse s'exprimer. Et ça, je pense que c'est important. En tout cas, moi, je lui sais gré d'avoir eu ce courage. Il a mis le temps, mais en tout cas, il a eu le courage de dire voilà, le moment est venu que la France soit capable de parler enfin de notre ennemi, mais également de l'islam. Monsieur le député, merci infiniment de ces propos inspirés de votre expérience qu'on sent très, très profonde. Et ce sont des propos sans complaisance, mais non dénués d'espoir. Ils nous appellent à un sursaut. La première question que je voudrais vous poser, au nom, je pense, de tous, c'est qu'est-ce que vous attendez non seulement du débat, vous avez bien expliqué ce que vous attendiez de cet exercice collectif que vous avez donc très, très justement appelé de vos voeux. Il faut que ce débat ait lieu, il faut qu'il ait lieu de manière claire, avec passion. Mais qu'est-ce que vous attendez au-delà du débat? Qu'est-ce que vous attendez de la loi? Qu'est-ce que vous attendez du contenu de la loi? Et quels seront les moyens donnés à ces fonctionnaires de l'État pour
avoir l'attitude que vous appelez de vos voeux? Alors, moi, ce que j'attends de la loi, c'est d'abord, voilà, on verra bien ce que propose le gouvernement. Les grandes mesures annoncées par le président de la République, c'est quand même, ça va pas être simple au niveau constitutionnel, c'est quand même, on revient sur la liberté d'éducation, l'instruction, puisque aujourd'hui c'est l'instruction qui est obligatoire en France, demain c'est l'école qui sera obligatoire. C'est un bouleversement. Moi, à chaque fois que alors parce que pourquoi il fait ça? Parce que il le fait parce qu'à la fois c'est un constat d'échec. Il le fait parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale et les collectivités locales sont submergées par un phénomène qui est récent, qui est que beaucoup de parents, principalement de la communauté musulmane, retirent leurs enfants de l'école publique pour dire officiellement on les éduque à la maison, on les instruit à la maison, mais en fait les confient en off à des associations liées à l'islam radical, dans des lieux qui ne sont pas des écoles. Enfin, que moi j'appelle une école, mais que l'éducation nationale n'appelle pas une école. C'est un lieu où on confie des enfants. Moi, j'en avais une à Sarcelles, j'avais saisi l'État, et le recteur d'académie m'a dit, mais non, mais nous, ça ne nous concerne pas, c'est pas une école, elle n'est pas déclarée. Et je lui ai dit, monsieur le recteur, quand je vois des enfants rentrer le matin à 8h, accompagnés par leurs parents, et qui sortent le soir à 16h, pour moi, c'est une école, c'est un endroit où on... Ah oui, mais c'est pas déclaré. Bon, d'accord, ça dépend de qui? Ah, pas de nous. Bon, ok, d'accord. Bon, donc, carrément, le président de la République dit, écoutez, puisqu'on n'est pas capable de contrôler ce processus, ce qui est dramatique, parce que normalement, il devrait y avoir des contrôles, comme on n'est pas capable de contrôler, on en tire les conséquences, on arrête. À chaque fois qu'on a voulu toucher au droit à l'éducation, c'est la conférence des évêques qui est montée au créneau pour nous dire, vous réouvrez la guerre scolaire. Bon. Mais enfin, déjà, la loi, ça sera... bon. Je ne suis pas sûr qu'au niveau constitutionnel, le Conseil constitutionnel l'accepte. On va devoir travailler. Bon. Deuxièmement, c'est le financement, c'est l'organisation des lieux de culte de la communauté musulmane. Parce que l'autre intérêt de la loi, c'est de dire, 1, les écoles hors contrat sont contrôlées, 2, il n'y aura plus d'instruction à domicile, donc l'école sera obligatoire, et 3, on va quand même mettre des règles à l'islam de France. Parmi ces règles, on va essayer de faire en sorte de dire tous les lieux de culte doivent sortir, ou en tout cas auront intérêt à sortir du statut de la loi de 1901, parce qu'aujourd'hui elles sont sous forme associative, pour entrer dans le statut de la loi de 1905. Ce qui est plus simple. Nous, en France, on a créé la loi de 1901 pour les associations et la loi de 1905 pour les lieux de culte. Et on dira aux musulmans, écoutez, alors là, le président de la République a dit, il vaut mieux, entre guillemets, il vaut mieux que ça soit volontaire plutôt que de l'imposer. On verra bien ce que dira la loi. Mais en tout cas, on sera obligé de mettre des règles pour l'islam de France. Troisième grande mesure qui sera proposée dans la loi, c'est de dire jusqu'où élargit-on le principe de neutralité pour un agent public ou pour une société en charge de service public. Bon, aujourd'hui, la neutralité s'impose aux agents publics, aux fonctionnaires, et s'impose à l'école. Ce qu'a annoncé le président de la République, c'est de dire, dans toutes les sociétés qui sont en délégation de service public, principalement les transports, les agents de ces entreprises, qui sont parfois des entreprises privées, seront tenus au devoir de neutralité. Voilà. Donc on va élargir. Se posera le débat, je suis sûr que certains le poseront, doit-on élargir la neutralité à l'espace public? Aujourd'hui, ce qui perturbe beaucoup la société française, ce sont des membres de la communauté musulmane qui décident d'afficher sur l'espace public leur appartenance religieuse, le voile en particulier. Accepte-t-on ou pas que le voile soit autorisé sur l'espace public? Moi, je suis plutôt favorable. Dans une république laïque qui dit qu'il y a la liberté absolue de conscience, on doit pouvoir, sur l'espace public, avoir des attributs religieux. Bon. On voit bien que le débat... L'autre jour, j'ai trouvé ça scandaleux à l'Assemblée nationale, que des députés de la République quittent une salle de réunion parce que dans la salle, une syndicaliste était voilée. Dans une république laïque où il y a la liberté absolue de conscience, le voile est autorisé. Ça peut choquer en tant qu'élu, ça peut heurter mes convictions, mais mes convictions personnelles, je les garde pour moi en tant qu'élu. Dès lors que la loi autorise le voile, je n'ai rien à dire. C'est ça la laïcité aussi. J'ai mes convictions, mais en tant qu'élu, je les garde pour moi, les convictions. Et si la loi me dit le voile est autorisé, je me tais.
Alors, je peux en penser ce que j'en veux, je peux ne pas l'accepter humainement, mais en tant qu'élu, je dois me taire. Et voir des élus qui quittent une salle au sein de l'Assemblée nationale parce qu'une femme est voilée, c'est un peu la négation de la République et de la laïcité. Ou alors on dit, on n'est plus une République laïque, il n'y a plus la liberté. Oui. On considère que l'exercice, l'attribut religieux sur l'espace public n'est plus acceptable et on décide de dire, en France, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de kippa, il n'y a plus sur l'espace public. On réserve ça à la sphère privée complètement. Ça sera un bouleversement de la pratique religieuse dans notre pays. Hein. Mais on voit bien que certains y sont prêts. Et certains y sont prêts, ça sera le grand débat aussi à l'Assemblée nationale sur le texte. Parce que quand on va parler de laïcité et de république et de religion, c'est le problème de la place de la femme. Oui, on est pris dans notre propre, entre guillemets, paradoxe. On dit nous sommes une république laïque où la liberté, où il y a séparation entre l'État et la religion, où les élus doivent faire appliquer la loi et ne doivent pas s'occuper de religion, et c'est normal, mais où il y a parallèlement à ça une liberté absolue de conscience. Et certaines religions, en particulier les 3 grandes religions monothéistes, ne mettent pas l'homme et la femme au même niveau. C'est leur droit. On est dans une république laïque, ils ont le droit de le penser. Bon. Et d'autres disent, oui, mais nous, en France, l'égalité homme-femme, c'est fondamental. Oui, mais certains, dans leur religion, ne le croient pas. Alors, est-ce qu'on reste une république laïque qui dit, si certains ne veulent pas le croire, c'est leur droit? Ou est-ce qu'on bascule en disant, non, on considère que nous, l'égalité homme-femme, c'est la règle fondamentale, et on veut l'imposer à tout le monde, et on n'est plus une république laïque qui prône la liberté absolue de conscience. Voilà, c'est un choix fondamental qu'on aura à faire. Hein. Voilà. Moi, effectivement, quand je vais dans une synagogue, il m'arrive dans une synagogue, une mosquée, les hommes et les femmes sont séparés, et les femmes sont cachées à la vue. C'est les musulmans et les juifs qui pensent cela, qui croient cela. Dans une république laïque, on doit l'accepter. Bon. La religion juive dit la femme doit avoir la tête protégée, les femmes juives mettent des perruques, les femmes musulmanes mettent des voiles. Ça peut me choquer, mais c'est la liberté de conscience. Voilà. Donc la laïcité ne va pas de soi, c'est très exigeant. Et moi, ce qui m'intéresse dans le débat qu'on aura à l'Assemblée nationale, c'est de redire tout cela. Oui, la laïcité, c'est exigeant. Oui, c'est pas simple. Oui, c'est difficile. Mais c'est la grandeur de la France d'être capable d'être ce pays laïque. Mais donc, moi, j'attends beaucoup du texte de loi de pouvoir rediscuter de tout ça. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup dans les médias, à droite, sur les réseaux sociaux. Mais pour une fois, on aura le débat à l'Assemblée nationale. Là où le peuple français s'exprime. Donc moi, c'est ce que j'attends, au-delà des mesures proposées par la République, qu'on ait un grand débat, peut-être à la hauteur de ce qu'on a eu en 1905, qui soit capable d'éveiller les consciences de notre pays, d'animer le débat et de faire en sorte qu'on puisse avancer sur ce qu'est la laïcité en 2020 dans notre pays, à l'occasion d'un débat vis-à-vis de la communauté musulmane, bien sûr. Alors, il y a une question dans la salle. Patrick Butor, j'ai été pendant 3 ans directeur le dernier de la population et des migrations en 2005-2008, donc je me suis occupé des problèmes. On va vous passer un micro. On va vous passer le micro. Merci beaucoup. Donc, grande partie de votre analyse. Le phénomène majeur, c'est effectivement le fait religieux financé par l'extérieur, par les frères musulmans, le Qatar, la Turquie. Parce que j'étais auparavant en Eure-et-Loire, donc j'ai bien vu Dreux, par exemple, où j'étais dans les années 80-85. Il y avait un problème social dans le quartier de Dreux, il y avait aucun problème religieux à l'époque. Personne n'en parlait. Et l'immigration musulmane était très forte, maghrébine. Elle était en plus au chômage, puisque c'était des gens qui travaillaient dans l'usine Renault de la vallée de la Seine. Mais il n'y avait aucun problème religieux. À l'époque, la prise en main par les frères musulmans n'existait absolument pas. Donc c'est un problème tout à fait récent. Et donc, je ne mettrai pas comme vous l'accent sur la ghettoisation. Moi, j'ai vécu des HLM où les gens venaient de tout le monde entier et surtout, il y avait l'immigration intérieure française, il y avait l'exode rural dans les HLM. Et donc, cette population française HLM a été chassée peu à peu, effectivement, par une immigration maghrébine qui s'est solidifiée et qui s'est regroupée. Donc, ma première question, ce serait, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser aux maires, aux bailleurs sociaux, le droit
comme ça existe dans certains pays, je pense notamment aux Pays-Bas, de mettre des quotas de population d'origine par rue ou par ensemble d'immeubles pour assurer un brassage social à la base, y compris dans les écoles. Ça, c'est ma première question. Et c'est dommage que le président Macron n'ait pas abordé cette question. Et alors, ensuite, sur l'analyse du rôle des services publics, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est essentiel. Je nuancerai parce que on voit dans l'armée, ça se passe extrêmement bien. Il y a à peu près 10% de musulmans dans l'armée. Il n'y a aucun problème. Ils vont se battre au Mali contre les djihadistes sans aucune difficulté. Dans la police, ça se passe aux trois quarts bien. Bon, on a eu l'incident en préfecture de police, mais c'est quand même très marginal. Dans la pénitentiaire, ils sont en train de faire un effort remarquable, y compris sur le plan du renseignement pénitentiaire, avec nos compatriotes d'origine musulmane qui sont extrêmement précieux et qui sont souvent au péril de leur vie. Donc, le problème majeur, on a dit là, c'est uniquement l'éducation nationale. Je pense que là où il y a un fléchissement extrêmement important. Moi, j'avais essayé à l'époque de faire les premières formations d'imams par l'université. J'avais eu un refus de Paris 1, j'avais dû me rabattre sur la Cato pour former les premiers imams en France, ce qui est assez paradoxal. Mais bon, j'avais pas eu d'autres moyens d'opérer. Et donc, je pense qu'il serait, pour terminer, très important de trouver des sources de financement d'un islam modéré en France. Alors, c'est ce qu'a essayé de faire Hakim El Karaoui, d'avoir une fondation de l'islam. Mais ça, je pense que nos milliardaires qui alimentent des très beaux musées d'art moderne, s'ils seraient une partie de leur fortune pour financer également un islam modéré, l'islam des Lumières, je pense que ce serait encore plus utile. Alors, plusieurs choses. Sur les quotas, moi je suis pour. Je suis allé effectivement aux Pays-Bas également voir. Oui, bien sûr. Si on veut faire de la mixité sociale et de la mixité d'origine, ça passe quelque part par des quotas. Savoir quelle est la population qu'on a et qu'est-ce qu'on accepte, comment on veut. Bon, le problème de la France, on dit pas de fichier ethnique, pas de fichier. Ça, c'est un faux problème. Oui, non, mais je suis en d'accord. Mais c'est un faux. Non, mais on sait. Non, mais on sait. Mais comme l'État et les bailleurs, et parfois les élus, ne veulent pas, en fait, faire des quotas, parce que quand on dit on va faire des quotas, on va dire, bon, on va essayer de faire en sorte de mieux répartir la population sur le territoire national, en fonction de l'origine, en fonction du niveau social, etc. Une fois qu'on a dit ça, puisqu'on ne va plus concentrer ces populations dans les mêmes quartiers, il faut bien que ces populations qui n'iront plus dans les mêmes quartiers, ils aillent ailleurs. Et là, il faut qu'il y ait des gens qui lèvent le doigt, qui disent bah, « Ok, je suis d'accord pour les accueillir. » On n'est pas trouvé beaucoup. Hein. Même à Sarcelles, pour faire un mélange. Oui, on peut changer les quartiers, d'accord, on peut. Mais oui, comme vous dites, à l'intérieur d'une ville, oui. Bon, on le fait, hein, mais bon, à l'intérieur d'une ville. Mais dans les beaux quartiers, Sarcelles, il y a à côté, il y a Enghien, Montmorency. Un jour, je suis allé voir le maire de Montmorency, d'Enghien, il s'est dit, moi, tu veux pas prendre un peu? Le préfet est venu me voir en me disant, monsieur le député, monsieur le maire, on va. Je dis, mais oui, mais allez convaincre les maires. Mais bien entendu, je vais les convaincre les maires des villes environnantes qu'ils acceptent des populations issues d'immigration. J'attends toujours qu'ils reviennent, c'est il y a 15 ans. Hein. Bon. Le problème, c'est le problème de la France. C'est que personne ne veut se mélanger avec les autres. C'est ça le drame de ce pays. Ça dépend de la proportion, vous aurez 2 ou 3%, ça sera acceptable. Oui, d'accord, mais moi j'en ai 90%. D'accord, mais donc si chacun prend 2%, il va falloir beaucoup. Hein. D'accord, mais oui, mais comme vous dites 2%. Mais moi, si je veux tomber à 2%, il faut qu'on m'en enlève 88%. Maintenant, comme les communes doivent faire 30% d'HLM minimum. Non, mais c'est pas. Non, mais attendez, non, parce que notre pays est beaucoup plus, j'allais dire, malin, pour pas dire vicieux que ça. Quand on impose 30% de logements sociaux, dans les logements sociaux, quand ils ont fait la loi à l'époque, c'était pas. Il y a du PLAI, du logement pour les populations les plus faibles, et puis il y a du PLS. Donc dans les villes qui n'ont pas beaucoup de logements sociaux, qu'est-ce qu'ils construisent? Du PLS. Qui a accès au PLS? Ils y logent qui? Leurs enfants, leurs employés communaux, des gens qui leur ressemblent. Parce que le vrai problème, c'est qu'en France, on n'a jamais voulu avoir une vraie politique de peuplement. Nous, à Sarcelles, on a rasé des quartiers pour rénover les quartiers dans le cadre de l'ANRU. Qu'est-ce qu'a fait le préfet? Il prenait les logements neufs de Sarcelles pour y faire venir les dallos de Seine-Saint-Denis. Donc on avait mis des centaines de millions d'euros pour embellir la ville et attirer des classes moyennes. Lui, il me l'a paupérisé. Parce que jamais on a voulu dans notre pays que ce soit, par exemple, les maires ou la politique de la ville qui est la politique de peuplement. Dès qu'il s'agit de peupler des quartiers ou des villes, c'est le préfet qui reprend la main. Et le préfet,
il continue à ghettoiser. C'est une machine infernale qu'on a mis en place. Alors oui, si effectivement, moi j'ai réussi sous la gauche, comment ça, le ministre du Logement, c'était pas Duflot, c'était Emmanuel Cos. À ce que dans les quartiers paupérisés, là il y a beaucoup de populations en fragilité, quand on attribue des logements, on n'attribue pas plus de 50% de population en fragilité. Vous avez compris l'exploit, hein? Et la gauche, elle dit, non, mais de quoi tu nous parles, François? Mais c'est pas normal. Comment c'est pas normal? Vous voulez plus ghettoiser. Donc, à un moment, arrêtez de mettre les pauvres chez les pauvres. Arrêtez. À la gauche nous disait, oui, mais tu comprends, on les met où? Ah oui, ben on les met où? Chez vous. Chez vous. Parce que, voilà. Enfin, quand je dis chez vous, chez la gauche, c'est ceux qui me disaient ça à gauche. Hein. Donc, c'est pas le problème de gauche. Bon. Et donc, c'est le vrai problème. C'est qu'en fait, oui, alors après, là, vous avez raison, il faudrait effectivement des quotas. Moi, je suis pour, mais la loi aujourd'hui va être compliquée. Mais là où vous avez raison sur l'armée, la pénitentiaire, mais dans l'armée, on sert des repas halal et des repas cachers. Ça ne choque personne. Que l'État paye des repas en vertu de la religion. On trouve ça normal. Pas très laïque, entre guillemets. Mais si on veut qu'il y ait des musulmans dans l'armée, ben, il faut bien dire. Moi, j'ai eu un grand combat, alors je sais que ça choque beaucoup de gens. Pourquoi n'est-on pas capable de fournir des repas halal ou cachers dans les écoles publiques pour permettre aux enfants des écoles, de la communauté juive ou musulmane de revenir à l'école publique? Parce qu'à force de dire non, les juifs sont partis dans les écoles juives et les musulmans vont partir dans les écoles musulmanes. Et l'école de la République ne sera plus le lieu du creuset et du brassage. Tout ça, repas végétarien, la solution du repas végétarien. Oui, ben donc ça veut dire qu'on est en train de dire dans notre pays, alors attendez, on veut pas dire que c'est du halal, mais on met pas de porc, donc on fait un truc sans porc parce qu'ils sont musulmans et qu'ils n'ont pas le droit d'en manger, mais on veut pas faire du halal. On marche sur la tête, on n'a qu'à dire le midi à la cantine, oui, si on veut que tout le monde soit là, peut-être qu'il faut en passer par là. Et ceux qui disent non, jamais, pas de problème. Les responsables des écoles musulmanes liées aux frères musulmans, ils arrivent en disant, vous voulez manger halal à la cantine? Viens, moi je t'accueille. Il faut savoir ce qu'on veut. À partir du moment où on est attaqué, où on se défend avec nos armes, où on dit on reste fort sur nos principes, mais on risque de sombrer. Alors, mais ces questions-là, elles sont fondamentales. Hein. Il faut qu'on ait la réflexion. À partir du moment de savoir, quand on sait où on en est, hein, où nous sommes en termes de difficultés. La question, moi je me la pose régulièrement en disant, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si ça permet à tout le monde de revenir ou de rester à l'école publique, pourquoi pas? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que les enfants soient dans l'école publique, plutôt qu'on les confie à des réseaux. Alors, je ne suis pas contre les écoles privées, hein, mais quand on voit certaines écoles privées qui vont s'ouvrir, ou qui s'ouvrent, moi j'ai une école salafiste à Sarcelles, ça fait 10 ans, ils prennent 50 à 60 gamins par an, ils ont pris 600 depuis 10 ans, une école salafiste, légale, hein, hors contrat, si on veut ça, bah oui, bon, bah, allons-y. Mais la question est posée. Hein. Si j'ai première question, c'est vous avez dit au début que la pratique de la religion se développe. C'est un fait très important. Comment vous l'expliquez? Parce que ça a peut-être une incidence sur le fait qu'une partie choisisse l'interprétation extrémiste de leur religion. Et une deuxième question, c'est quand vous parlez du voile, est-ce que c'est le foulard, quelle que soit la façon dont il est mis, ou une partie du visage cachée? C'est une différence quand même très importante. Alors, aujourd'hui, sincèrement, le voile intégral ou pratiquement caché, c'est pas un vrai sujet en France. Aujourd'hui, les femmes musulmanes, y compris qui sont de l'islam rigoriste, mettent un voile, on voit le visage. La burqa, tout ça, c'est pas. Moi, il y en a eu quelques-unes, mais sincèrement, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Les femmes musulmanes, elles veulent respecter leur religion, elles mettent un voile. D'ailleurs, par exemple, je prends l'exemple de la communauté turque. Ils mettent un voile, mais avec par-dessus un foulard très fleuri, très coloré, parce qu'il y a plusieurs voiles, hein, en fonction que vous êtes pakistanaise, turque, maghrébine, africaine, c'est pas pareil. Bon. Donc, sincèrement, c'est le voile. On voit le visage, on voit pas les cheveux. Voilà. Et ça,
Bon, voilà, donc c'est vrai. Alors pourquoi les gens se retournent vers la religion? Grande question, elle est pas simple, enfin, la réponse n'est pas simple, et c'est pas propre à la France. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, je pense que notre pays a eu tort de considérer que la République allait de soi, qu'on avait décrété qu'on était en République laïque, et que ça allait rouler tout seul. Non. La République, elle se construit tous les jours. Et si vous n'avez pas des artisans de la République qui sont là tous les jours, pour pas dire des maçons de la République qui sont là tous les jours pour la construire, à un moment, elle se délite. Et quand des gens ne croient plus à la République, ou n'ont pas le sentiment d'être respectés par cette République, et que d'autres leur proposent un autre modèle, ben ils vont vers l'autre modèle. Après, attention, le retour du religieux n'est pas propre à la France, donc c'est pas que la France, mais je pense qu'on a collectivement une part de responsabilité. Est-ce que l'idéal républicain était au rendez-vous? Voilà. Et pourquoi? Ou alors, voilà, pourquoi une jeune fille qui est française, qui a fait toute sa scolarité dans l'école publique, à 20 ans, elle décide de se voiler complètement? Mais alors, après ça, mais à la fois, on dit, on va l'éduquer, on va l'élever dans sa conscience, et quand à l'école de la République l'a élevé dans sa conscience, elle décide de mettre le voile. Ben, faut l'accepter. Puisqu'elle a fait tout le cursus dans l'école publique. Et à la fin, elle dit, ben moi, maintenant, j'ai décidé de croire et je mets mon voile. Elle décide ou on lui impose? Non, elle décide. Non. Que dans certaines communautés, on impose, y compris aux très jeunes, oui. Mais ces communautés, c'est principalement des communautés de primo-arrivants. Oui, dans la communauté turque, dans la communauté pakistanaise, très jeunes, les enfants ont le voile. Oui. Dans la communauté maghrébine, les jeunes filles, c'est elles qui décident. Hein. Elles le font volontairement et d'une manière très revendicative. Et c'est souvent une revendication vis-à-vis de la France, en disant, écoutez, voilà, ben maintenant, je vais mettre le voile et si vous n'êtes pas content, c'est pas. Donc il y a un côté revendicatif derrière. Mais c'est elles qui le décident. Et dernier point sur le halal. Il y a quand même une tendance en France qui se développe fortement contre la souffrance animale. Donc le halal, quand même, c'est une façon de tuer les animaux qui est en contradiction totale avec la souffrance animale. Je ne sais pas si kasher, c'est pas la même chose. Non, mais ça va poser un problème. C'est pareil, c'est exactement pareil. Bon, attendez, on a eu le débat à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, il faut qu'on m'explique. Un peu l'agriculture, je connais un peu les animaux, d'origine corse, et je voyais à peu près comment on tuait les cochons. Bon. Alors, l'animal, il préfère quoi? Qu'on lui tranche la gorge pour le halal et le kasher, ou qu'on lui mette un grand coup dans le cerveau avec, ou qu'on l'étourdisse d'abord pour lui mettre ensuite un coup dans le cerveau. Il faut lui poser la question. Où est-ce qu'il souffle le plus? Bon. Parce que l'étourdissement, c'est quoi l'étourdissement? On lui met un grand coup sur la tête, et puis après on lui enfonce un pistolet avec un clou pour le bon, voilà. Bon. Mais le vrai problème, pourquoi on a reculé? Tout un débat. Les grands rabbins, comme les imams, sont venus nous dire, si on n'égorge pas, et si on étourdit avant d'égorger, c'est plus halal, c'est plus kasher. Donc si la France veut plus de viande halal et plus kasher, c'est votre droit, on ira acheter ailleurs. Là, les agriculteurs, ils sont arrivés en disant, mais attendez, c'était un câble ou quoi? Les agriculteurs, les Français, ils vendent leur viande à l'Arabie Saoudite. Toute l'exportation, c'est pour des pays, c'est dans des pays musulmans. La plupart de la viande, Marine Le Pen l'avait dénoncé, mais elle avait raison. En France, vous mangez de la viande halal ou kasher. Mais pourquoi? Parce que les abattoirs, ils préfèrent tuer halal et kasher parce qu'ils savent qu'ils vont vendre. Et puis ils disent, ben, les autres, ils mangeront pareil. Parce que, non mais aujourd'hui, qui est-ce qui consomme de la viande en France? Les musulmans et les juifs. Les Français, de moins en moins. Donc, le modèle économique, les agriculteurs, ils ont vite compris. Hein. Donc c'est eux qui ont dit, oula, vous tuez la filière. On a refermé le dossier, et on a dit, on continue à égorger. Mais ça reviendra. Hein. Mais à un moment, il faut choisir ce qu'on veut. Si on veut plus qu'il y ait d'agriculteurs en France qui font de la viande, pas de problème. Nous, les Juifs, ils nous ont dit, les musulmans, on ira acheter en Suisse, en Belgique, en Allemagne, aucun problème. Hein. Vous voulez plus de nous ici, on achètera ailleurs. Alors, d'abord, je voudrais saluer votre exposé. Au moins, on ne pourra pas dire que vous êtes dans le déni de la réalité. Et ça, je l'ai beaucoup apprécié.
J'ai trois petits points. Enfin, le premier est petit. Vous avez évoqué l'évolution de Sarcelles quand vous étiez maire. Est-ce que le fait qu'arrive au deuxième tour votre adversaire, plus ou moins salafiste, si j'ai bien compris. Frères musulmans. Sinon, on va se retrouver avec un... Une évolution démographique. Au fond, quelle est la proportion de musulmans en général, parce qu'on ne peut pas faire entrer dans le détail, dans Sarcelles, et à quel moment est-ce que ça a un peu basculé? Si je vous pose cette question, c'est avec une petite arrière-pensée. Au Liban, on me dit, on ne connaît pas le Liban, on me dit que le Liban a basculé, alors que c'était un pays de cocagne et de liberté, et d'entente entre les communautés, a basculé à partir du moment où le monde musulman est devenu majoritaire. Est-ce que c'est un problème à Sarcelles? Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, le président de la République n'a pas été dans le déni de réalité non plus pendant son intervention, et je lui en sais gré. Je fiche de ma position, mais je lui en sais gré. Cela étant, est-ce que séparatisme est le bon mot? Votre adversaire au deuxième tour, il ne voulait pas du tout de séparatisme. Vous l'avez dit très clairement, il veut prendre le pouvoir, alors de façon assez démocratique d'ailleurs, grâce à ses électeurs. Donc ce n'est pas du séparatisme, c'est de l'entrisme, me semble-t-il, pour amener de plus en plus de Français, qu'ils soient musulmans ou pas, mais à accepter la culture musulmane. Et mon troisième point, là j'ai un petit peu de nuance avec vous. Qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République? Nous gargarisons tous les uns et les autres. Il y en a au moins deux qui sont absolument fondamentales, me semble-t-il. C'est la liberté de conscience, et il y a une seule religion qui ne l'admet pas. Les juifs, ils admettent très bien la liberté de conscience. Si vous êtes juif et que vous quittez la communauté juive, on ne vous poursuit pas, on ne vous coupe pas après, on ne vous dit pas c'est très mal ce que tu fais, tu n'as pas le droit de le faire. Ils ne sont pas contents, d'accord, mais voilà. Et les catholiques ou les chrétiens, pareil. Les musulmans, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien de les quitter. La liberté de conscience et l'égalité homme-femme. Et l'égalité homme-femme, qu'on fasse ce qu'on veut dans les synagogues ou dans les mosquées. Les catholiques, il y a 50 ans, les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre aux enterrements. Oui, mais eux ont évolué, alors que les autres se sont figés. Est-ce que les valeurs de la République, telles qu'elles sont pratiquées, permettent la cohabitation de l'islam? Au fond, notre réunion aujourd'hui, c'est islam et République. Est-ce que la République peut admettre que, d'une façon ou d'une autre, une religion ne respecte ni l'égalité homme-femme dans son principe, ni la liberté de conscience? Alors, plusieurs choses. D'abord, oui, bien sûr, il y a un aspect démographique. C'est évident. Bon. Mais ce n'est pas le seul aspect. Ce qui est très nouveau, par exemple, avec mon adversaire, et ce qui est très nouveau avec l'islam radical et avec par exemple, la pratique des frères musulmans, c'est qu'aujourd'hui, ces réseaux-là, donc l'islam politique, fait campagne dans les mosquées. Ce qui est très nouveau. Il y a toujours eu des candidats issus de la diversité, mais qui n'étaient pas musulmans. On a connu tous des jeunes issus de l'immigration qui se présentent aux élections parce qu'ils étaient d'origine maghrébine ou africaine. Ils pensaient, non, mais comme ils allaient jamais à la mosquée, ils n'étaient pas musulmans. Donc quand au moment des élections, vous allez voir les musulmans en disant, mes frères, ils disent, écoute, on t'a jamais vu, sors-nous de là. Bon. Là, c'est différent. C'est des gens pratiquants, proches de l'islam radical, qui font de l'islam politique et qui vont voir les musulmans en disant, là, il faut... Et donc, ils arrivent à faire voter des musulmans qui, avant, ne votaient pas. Si je peux vous interrompre un instant et vous faire rire les uns et les autres, vous savez ce qui se passait dans les églises italiennes dans les années 50, 60, 70. Le clergé disait, nous ne prenons pas position, mais mes frères, en conscience, vous devez voter pour des démocrates et vous devez voter pour des chrétiens. 30 ans de démocratie chrétienne au pouvoir. Complètement. Bon. Donc, ils font de la politique. Mais comme d'autres l'ont fait. Voilà, bon. Le Liban, moi, je connais un peu. Effectivement, c'est quand le Hezbollah est arrivé et qu'il a commencé à agir sur la communauté musulmane. C'est pas les musulmans étaient là, mais c'est quand à un moment certains disent nous les musulmans nous allons prendre le pouvoir que les choses changent. Et les communautés elles ont toujours existé, mais là alors, sur le séparatisme, pourquoi le président de la République a changé? Parce que ce qu'il veut dire en parlant de séparatisme, c'est ceux qui ne reconnaissent pas les lois de la République, voilà, qui veulent se séparer de la République. Et c'est vrai qu'une partie de l'islam radical ou de l'islam politique, c'est de dire nous, on considère que nos lois sont supérieures aux lois de la République. Et donc, on ne se soumettra pas à nos lois. On veut vous imposer notre manière de faire.
et on ne se soumettra pas à vos lois. Donc on veut vous faire changer. Bon. Et c'est là où on dit non. Voilà, c'est là où on dit bon. Et c'est là où le président de la République. Alors, on peut parler du terme séparatisme, mais c'est bien pour dire qu'il y en a qui ne veulent pas, qui sont en rupture avec la République. Alors après, effectivement, l'égalité homme-femme. Ça, je pense qu'en fait, c'est le sujet que personne n'ose aborder réellement, parce que on en parle sans. Bon, oui, effectivement, pour essayer d'avoir analysé les trois grandes religions monothéistes, alors surtout la communauté juive et la communauté musulmane, ne mettent pas vraiment la femme à égalité de l'homme. Il y a une hiérarchie qui est organisée. Bon. Mais c'est leur croyance. On a peut-être, alors quand vous dites, vous savez, moi à Sarcelles, on a la chance d'avoir une grande communauté assyro-chaldéenne, des chrétiens d'Orient, qui font toutes leurs messes en araméen, la langue du Christ. Quand vous rentrez dans l'église, il y a les femmes à droite, les hommes à gauche. Hein. C'est à Sarcelles en 2020. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'ils arrivent depuis il y a 15 ans, 20 ans, ils étaient dans les montagnes de Turquie. Bon. Donc, il y a une pratique qui est effectivement parfois pas tout à fait égalitaire. Bon. Donc, la question, c'est est-ce qu'on considère que l'égalité homme-femme est le principe fondamental ? Dans la vie civile, oui. Dans la vie civile, dans les mosquées, dans les synagogues. Oui. Dans la vie civile. L'héritage, les successions. D'accord, mais dans la vie civile. Donc se posera le problème du port du voile ou de la perruque. Mais il y a aussi les hôpitaux où les musulmans veulent que ce soit un médecin femme qui soigne les femmes. Oui. Il y a aussi les horaires de piscine. Alors, les horaires de piscine, on va en parler. Parce que bon, mais effectivement, il y a parfois où on dit, bah non, les hôpitaux, c'est non, et on dit aux musulmans, non. On dit aux musulmans, non. Bon. Mais on a beaucoup dit, oh là là, il ne serre pas la main, etc. Moi, à Sarcelles, ça fait bien longtemps que je ne tends plus la main à aucune femme. Qu'elle soit juive ou musulmane, le nombre de fois, je me suis trouvé, une ou deux fois, la femme m'a dit, par marque de respect, je dis, non, M. Pupponi, je ne peux pas vous serrer la main, ma religion me l'interdit, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Oui, mais d'accord, mais je ne vais pas lui dire... Non, mais oui, mais attendez, on est dans une république qui dit liberté absolue de conscience. Et les femmes juives, leur règle religieuse, c'est tu n'as pas le droit de serrer la main à un homme. Donc, on ne peut pas dire vous avez le droit de croire, mais ça parce qu'après tout, serrer la main, bon, il y a des pays où on ne se serre pas la main, on se fait la bise. Il y a des pays où on fait comme ça. Et chaque pays a sa manière de dire bonjour. Et donc nous, on dit notre manière à nous dire bonjour, elle doit être supérieure à ta religion. Non, dans une république laïque, on doit accepter que la femme, c'est sa croyance. Voilà. On ne nous l'impose pas à nous, mais c'est sa croyance. Bon. Et c'est là où c'est compliqué. C'est jusqu'à où on accepte la croyance de l'autre dans l'espace public et jusqu'à où on ne l'accepte pas. Et le débat va être là. Et est-ce qu'on reste une république laïque ou non ? Ou est-ce qu'on considère que notre mode de vie, il est supérieur aux religions ? Nous, on l'a. Alors, sur les piscines, moi, j'ai été concerné par ça. Sarcelles, il y avait des piscines, les heures d'ouverture au public. Puis le soir, on ferme la piscine au public et on met à disposition la piscine aux associations de la ville sur des vacations. À 8h, c'est le club de natation. À 9h, c'est... Et puis le dimanche, quand la piscine est fermée, c'est les retraités citoyens. Enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Et un jour, moi, vient me voir une association de juives Lubavitch, très pratiquante, qui me disent on veut la piscine. Oui, vous êtes une association de la ville, on vous donne la piscine. Sur le créneau, ils ne se baignaient qu'entre femmes. Oui, c'est pas... Si je refusais de leur prêter la piscine au motif qu'ils appliquaient une règle religieuse, je pouvais être condamné, j'avais été auditionné par la commission Stadi, je pouvais être condamné par non-respect du principe de liberté absolue de conscience. Parce que si je dis, ah non, à vous, je ne vous prête pas la piscine à vous parce que vous pratiquez une certaine religion, je ne suis pas d'accord. Je dis, depuis quand vous me discriminez parce que j'ai une religion ? Donc, une association, vous lui prêtez la piscine, et dès lors qu'elle respecte l'ordre public et les mœurs, s'ils veulent se baigner entre femmes, ils se baignent entre femmes. Alors à la commission Stasi, on m'a dit, vous vous rendez compte, c'est scandaleux, vous acceptez. J'ai dit, mais qui je suis, moi ? À l'époque, et ça devait être en 2000, la commission Stasi, qui je suis, moi, en 2000, pour dire que ce que croient les juifs depuis 3-4 000 ans, c'est mal. Mais je suis qui pour leur dire c'est mal, moi ? Mais dès lors qu'ils ne me l'imposent pas, dès lors que je n'organise pas l'espace public pour ça, et que c'est quelque part dans une sphère privée, parce que quand vous prêtez un équipement public à une association, vous êtes dans une sphère privée.
semi-privées. Bon. Mais ça marche à condition qu'on n'augmente pas considérablement les horaires. C'est sûr que si vous fermez la piscine au public, pour dire, on est d'accord. Mais moi, j'avais pas modifié les horaires. Hein. Mais voilà. Et donc, effectivement, dans la piscine de Sarcelles, il y avait des pratiques religieuses. Monsieur le député, je trouve qu'on rentre dans le débat de la liberté de conscience, mais ne faut-il pas quand même distinguer, je pense que c'est un petit peu ce qui ressort des questions qui sont posées, la liberté de conscience et la liberté absolue de comportement. Ça n'est pas exactement la même chose, d'ailleurs ça ressort de vos propos. Est-ce qu'on peut vraiment assimiler totalement l'un et l'autre ? En fait, c'est la vraie question. Jusqu'où on accepte la liberté absolue de conscience sur le comportement. Parce que, en fait, il est là, mais c'est pour ça que moi je suis content que quelque part le président de la République ait enfin parlé et qu'on aura le débat à l'Assemblée. Parce que toutes ces questions, à force de ne pas les aborder dans notre pays, on laisse la place aux autres. Et là, on va pouvoir en parler. Chacun aura le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense de cela. Alors, il y aura les féministes qui vont nous dire, voilà. Il y aura les religieux qui vont nous dire, la société qui va... Et donc, voilà, effectivement, les questions, on les pose et on aura le débat. Voilà. Jusqu'où on accepte la liberté de comportement liée à la liberté de comportement. La loi de 2004 sur le voile à l'école a limité la liberté de comportement des élèves. Oui. C'est une grande exception. Mais... Oui, il y a deux exceptions. Il y a l'école et les services publics. Voilà. Mais voilà, la vraie question... Alors là, maintenant, le gouvernement propose d'aller plus loin en élargissant la neutralité jusqu'à l'espace, aux entreprises délégataires de services publics. Neutre, hein. Est-ce que l'on va plus loin ? Monsieur le député, ça joue dans l'entreprise privée. J'ai participé à une réunion dans la 3e Assemblée de l'État, c'est-à-dire le Conseil économique et social, qui avait fait un rapport sur le fait religieux dans l'entreprise. Et j'ai écouté les uns et les autres, et j'ai fini par dire, au bout tout de même d'un certain temps, mais pourquoi est-ce qu'on a fait un rapport sur le fait religieux dans l'entreprise ? Lorsque j'avais l'honneur d'être membre de cette Assemblée, la question ne se posait pas. Et tout le monde a rigolé en me disant bon, on vous connaît, hein, vous savez bien pourquoi, etc. Et personne n'a répondu. C'était un déni total. Oui. Total. Et encore une fois, je crois qu'en effet, que la différence entre la liberté de comportement et la liberté de conscience est tout à fait considérable. L'État, la République a le droit de limiter. Oui, bien sûr, mais le problème aujourd'hui, si je peux me permettre, les musulmans, en particulier les musulmans très pratiquants et l'islam rigoriste, pour ne pas dire radical, nous interpellent depuis 5 ans, voilà, en disant, ils poussent la logique. Il n'y a pas de réponse. Il y a un moment, il faut dire oui, non. Oui, non. Eux, ils posent la question, hein, tous les jours, hein, dans leur comportement, attribué vestimentaire, tous les jours, ils posent la question. Et nous, on ne répond pas. À un moment, il faut dire oui, non. Et si on dit oui, il faudra l'accepter. Et si on dit non, on leur dira, la règle, c'est ça. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une loi qui restreint l'exercice du fait religieux sur l'espace public. Hein. Mais aujourd'hui, les musulmans interpellent la République et la République ne répond pas. C'est ce en quoi je dis que parfois, elle est faible, nous sommes faibles. Je crois qu'il y a des femmes qui veulent parler. Voilà, que celles et ceux qui n'ont pas posé de questions encore. Attends, Philippe, attends. Il y a quand même dans la société française un mouvement général d'émancipation des femmes et de libération des femmes. Hein. Bon, on peut en débattre. Je voudrais demander ces femmes voilées que vous voyez, et je comprends très bien votre démarche, je la comprends et je la respecte. Hein. Est-ce qu'on voit au bout de quelques années ces femmes s'enfermer de plus en plus dans leur communautarisme, ou est-ce que d'après les contacts, vous voyez quand même ces femmes à un moment donné se poser des questions sur leur situation? Non, moi je vois beaucoup de femmes très religieuses, complètement épanouies. Bien dans leur tête, bien dans leur peau, elles font des études, elles réussissent une vie professionnelle. Elles arrivent à travailler par rapport à ça. Certaines oui. Moi, par exemple, des femmes de la communauté juive très religieuses, elles ont un emploi, elles travaillent, elles ont une vie de famille. Sur les musulmanes. Mais attendez, c'est pour ça qu'il faut... Attendez, je pense qu'il faut faire attention. Moi, j'ai la chance d'habiter Sarcelles, et où la pratique religieuse très rigoriste, elle est vraie pour les 3 grandes religions. Je répète, bon. Et donc, voilà, faut faire attention de ne pas tomber dans la stigmatisation, parce que
Si on parle de la place de la femme, je ne compare pas les 3 grandes religions parce que l'islam radical n'a rien à voir avec l'islam. Il y a des juifs très religieux, mais ils ne vont pas mettre des bombes. Hein. Donc là-dessus, qu'on se mette bien d'accord, je ne fais pas la comparaison. Mais sur la place de la femme, ça ne concerne pas que la communauté musulmane. Hein. Ça ne concerne pas que la communauté musulmane. C'est qu'est-ce que l'on accepte en termes de comportement par rapport aux religions dans notre pays en 2020. Parce que vous avez raison qu'une partie de la société française veut une émancipation de la femme et qu'on est là, mais que certaines religions y sont opposées. Et donc, il faut qu'on arbitre. Au nom de l'émancipation. Alors, madame. Vous voyez Peut-être deux ou trois questions moi aussi. Bon, la première, c'était de dire que la dérive vers l'islam radical existe depuis longtemps, on l'a repéré depuis longtemps. Moi, il se trouve que j'ai été sous-préfet à la ville il y a une quinzaine d'années. On avait déjà... Vous étiez où? Vous étiez dans les Yvelines. Les Yvelines. On avait déjà des signes plus que forts du côté de Trappes, ouais, c'était les premiers en fait. Du côté de Mantes, c'était connu, et au Muro également, mais pas de la même manière. Donc on avait déjà des problématiques. On a un peu perdu du thermomètre avec des modifications. Là, on va peut-être parler police, mais on avait les RG à l'époque qui nous faisaient des rapports fort passionnants. Et moi, en tant que sous-préfet ville, c'était un peu comme ça que j'avais la température. Donc déjà, est-ce qu'on a eu tous les signaux depuis 15 ans qui sont arrivés régulièrement et qui permettaient de construire une réaction? Ça, c'était la première question. Deuxième question, si on parle d'éducation, moi, j'ai eu des maires, je ne les citerai pas évidemment, qui me demandaient de négocier avec la caisse d'allocation familiale pour mettre des centres sociaux en face de MEDERSA ou équivalent, de manière à ce que les enfants des cités aient le choix entre des loisirs, entre guillemets, laïques, avec une répartition des activités entre les garçons et les filles et une certaine mixité, et de l'autre côté, il y avait l'antithèse, avec des activités dont le maire se doutait qu'elles n'étaient pas dans la mixité, mais où il ne pouvait pas mettre son nez. Donc moi, j'ai eu très souvent des sollicitations sur des associations pour essayer de financer des centres sociaux qui appliquaient les lois de la République et qui, notamment, appliquaient l'égalité homme-femme. Troisième élément, pour revenir sur le débat homme-femme et égalité homme-femme, il y a aussi une solution politique de la ville que moi j'avais appliquée de façon un peu, j'allais dire, artisanale, c'est la budgétisation sensible au genre, c'est-à-dire de subventionner des activités en essayant de réserver une part aux femmes qui soit au moins égale à leur poids, soit dans l'enfance, soit dans la jeunesse, voire dans la population, de façon à ce qu'on ne fasse pas que des stades de foot, qu'on ne fasse pas que du basket, mais qu'on propose d'autres activités, soit mixtes, soit plus féminisées. Alors, plusieurs choses. Vous avez entièrement raison. D'abord, effectivement, la rupture entre les renseignements généraux et le SRT, les services de renseignement territoriaux, ça a été un gros loupé. Hein. Bon. Et puis après, avec la montée du terrorisme, les SRT se sont fortement mobilisés sur l'islamisme et sur le djihadisme. Bon. Et effectivement, moi, je suis sidéré de voir que parfois, les secteurs de la politique de la ville financent des associations plus que borderline, mais parce que les services de renseignement territoriaux n'ont pas été voir qui y avait derrière. En fait, les services de renseignement sont tellement focalisés sur le terrorisme que le travail d'investigation sur les financements de certaines associations, d'où ça vient, et sur l'islam radical et l'islam politique, non. Je vois bien que dans mon département, plusieurs fois j'ai dit à mon PDEC, à mon préfet d'égalité des chances, mais regarde ce que vous financez. Il dit, mais le SRT m'a rien dit. Oui, d'accord, mais bon. Donc il va falloir effectivement, si on veut que la loi marche, que l'État se réorganise au niveau local, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que les services de renseignement et d'investigation aillent regarder qui finance, qui est derrière, et c'est quoi une association proche de l'islam radical ou de l'islam politique. Ce travail-là d'investigation, il n'est pas fait. Alors, quand on est sur le terrain, on voit bien, on sent les choses. Bon. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais si l'État ne se donne pas les moyens, on peut faire toutes les lois, les plus belles lois du monde, s'il n'y a pas de contrôle derrière, et les moyens d'investigation et les êtres humains pour faire les contrôles, la loi ne servira à rien. Parce que quand on dit on va aller contrôler les écoles, oui, mais si personne ne le fait, dans les départements, il doit y avoir 1 ou 2 agents dans les rectorats pour aller contrôler les écoles. Donc en fait, c'est des contrôles qui sont virtuels. Donc
la capacité qu'aura l'État de contrôler, oui. Sur les élus, vous avez raison, mais sur la CAF, c'est tout à fait révélateur ce que vous dites. Effectivement, tous les élus disent qu'il faut des centres sociaux CAF. Il a fait la CAF depuis 20 ans, elle a fermé tous ses centres sociaux. Ah oui, d'accord, mais... Mais dans la loi, on peut suggérer... Oui, mais on aurait pu imaginer que dans un pays où on voyait monter l'islam radical, des structures comme les CAF ne ferment pas leurs centres sociaux, mais restent. Parce que c'était eux qui structuraient les quartiers à l'époque. C'est la ligne de défense. Hein. Voilà, ouais, mais nous, la ligne Maginot, on l'a détruite. Et maintenant, on dit, mince, il n'y a plus que... Oui, moi, la CAF, la politique de la CAF depuis 20 ans, c'est on ne veut plus de centres sociaux. On ferme. Nous, à Sarcelles, on en a sauvé un, mais globalement, ils ont fermé. Bon, les MJC, les CAF. Hein. Et donc, en plus, il y a un deuxième phénomène maintenant, c'est que les structures associatives historiques, elles ont vieilli. Et elles sont remplacées par des structures associatives communautarisées. Bon. Et donc, effectivement, on s'est désarmé. On n'a pas les outils historiques de la politique de la ville qui étaient capables d'être un rempart contre les extrémistes. Bon, il faut reconstruire, mais le problème, c'est que voilà, on a détruit, il faut reconstruire, il faut repartir à zéro, il faut trouver des gens. On a du retard. Hein. Bon. Après, sur les hommes-femmes, oui, bien sûr que la politique de la ville, elle a fortement financé les associations où les femmes étaient très présentes, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on y est tous collectivement responsables. Hein. Les pères travaillaient. Les maris travaillaient. Et les femmes, effectivement, elles ont investi le champ, la politique de la ville, les maisons de quartier. On l'a tous connu, hein, l'été à la menthe, les soirées dansantes. Elles sont éclatées, les femmes. Hein. Ouais, mais moi, j'ai des soirées, les maris. Et quand les maris sont revenus du travail parce qu'ils étaient à la retraite, moi, ils m'ont dit, monsieur le maire, mais nous, on va où, nous? Où est-ce qu'on va, nous? Ah ouais, tiens, oui. On va pas à la maison de quartier, c'est nos femmes qui y sont. On va où, nous? Ils ont été à la mosquée. On a tellement travaillé là-dessus, et c'était normal de le faire, que c'est les femmes qui ont occupé l'espace public. Et qu'il n'y avait plus les places pour les hommes. Et les hommes, quand ils sont rentrés à la retraite, ils ne sont pas retournés dans le pays d'origine, parce que la femme et les enfants, ils disent, mais moi, retourner au bled, mais même pas en rêve. On veut bien aller l'été, mais maintenant, on est là, on reste là, on est très bien ici. Et le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à la mosquée. Il faut proposer des activités aux Chibani. Et maintenant, il faut dire, on va proposer un peu moins aux femmes, on va proposer un peu plus aux pères. Oui, mais parce qu'on a tellement voulu faire, et il fallait le faire pour aider les femmes, les sortir de la maison, leur permettre, elles ont occupé, et ça a bien marché. Hein. On a juste oublié que les pères... Dans tous les règlements de compte entre bandes, les règlements de compte entre bandes, et quand on faisait des réunions, c'est les mères qui venaient. Et un jour, je dis, moi, je veux voir les pères maintenant. Bon. Et un jour, il y a des pères africains qui me disent, mais c'est de votre faute si les jeunes, ils se battent. C'est de la faute. Oui, c'est la faute à la France. Et pourquoi c'est la faute à la France? Vous nous empêchez de frapper nos enfants. Ah oui. Ah oui. Et les gosses, ils rentraient, quand ils prenaient une rouste, ils faisaient le 114, ou je ne sais plus quel numéro, enfant maltraité. Allô? Et la police débarquait, parce que... mais parce que c'est vrai que le mode éducatif de l'Afrique subsaharienne, quand à un moment on n'arrive pas à éduquer l'enfant, on le frappe. Et donc on a dépossédé du père de leur mode éducatif culturel et historique, en disant « t'as plus le droit ». Comment ? C'est tout le problème de l'assimilation. Oui, mais d'accord, mais sauf que vous dites à un père, t'as plus le droit, et vous l'expliquez pas comment il doit faire. C'est débrouille-toi. Et l'autre il dit mais j'ai plus le droit. Non, t'as plus le droit. Et oui. Donc quand à un moment on dépose un père d'un mode, je dis moi je suis pas pour, mais on le dépossède de son mode culturel éducatif et qu'on le remplace pas par un autre en lui expliquant, moi il y a un vide. Moi, j'avais un gamin, il prenait une rousse tous les soirs. Un jour, il décollait dans la rue, je le ramène. Et je le ramène chez le père. Je dis, mais attends, tous les soirs, il va venir... Il dit, monsieur Pupponi, mais tous les jours, je lui mets une rouste. Et le gamin, il savait que le soir, il rentrait, il prenait sa rousse, il recommençait le lendemain. Bon. Mais des histoires comme ça, mais parce qu'à un moment, c'est comment on met en place un modèle éducatif, comment on explique, comment on fait, Mais ça, on ne l'a pas fait, parce que la France, en fait, n'a pas voulu avoir une vraie politique migratoire
d'intégration. Prenez, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais prenez l'exemple, moi je connais bien la communauté pakistanaise. Le Pakistanais qui a été devant Charlie Hebdo. Ouais, essayer de couper la gorge à 2 individus qui passaient par là. Mineur isolé, en fait il est majeur. Donc ce sont des réseaux afghans ou pakistanais qui envoient des jeunes en France, mineurs, en disant une fois que tu es là-bas, ils ne peuvent plus t'expulser, fais ta vie. Construis-toi un avenir. Il arrive d'un pays qui s'appelle le Pakistan, où le blasphème est puni de peine de mort. Il arrive en France, personne ne s'en occupe. On lui ouvre l'hôtel le soir et le matin, il repart dans la rue. Personne ne lui explique où il est, il ne parle pas français, il ne sait pas où il débarque. Il voit Charlie Hebdo et du Pakistan, parce qu'ils sont connectés avec les réseaux sociaux, il y a des manifestations au Pakistan pour dire c'est scandaleux, ils ont blasphémé le prophète, ils ne vont pas laisser faire ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on lui a appris, il a 25 ans, il fait ce qu'on lui apprend depuis 25 ans. Quelqu'un qui blasphème, il faut lui couper la tête. Et on veut que ça marche. Mais si on fait venir des populations comme ça, sans, entre guillemets, les intégrer, leur expliquer, les encadrer, ça ne peut pas bien finir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça finit mal. Bah, qu'est-ce qu'il a fait un matin? Il a été couper la tête à 2 personnes. Enfin, tenter de couper. Voilà. Mais parce qu'il est juste dans son schéma culturel, idéologique, du soufisme, qui lui explique ça depuis qu'il est né. Bon, mais si on ne comprend pas que quand on fait venir ces populations-là, de ces populations de primo-arrivants, de communautés assez particulières, il faut les éduquer, les encadrer, leur expliquer et les suivre. Parce qu'on a le problème de l'islam post-colonial, des pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, mais maintenant on va avoir le problème de l'islam turc, pakistanais, afghan. André, l'heure est venue de conclure. Ah ouais, parce que si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Moi. Justement, monsieur le député, on vous propose maintenant de poursuivre le débat en petit comité avec nous dans un cocktail dînatoire assis par table de 5, compte tenu des règles Covid, à quelques minutes d'ici à la Pépinière, si vous le voulez bien. Oui. Et on va, je dirais, avec grand plaisir et avec passion poursuivre ce débat que vous avez engagé avec énormément d'intérêt pour nous tous. Merci infiniment à vous. Je crois m'exprimer au nom de la salle et au nom également des personnes connectées pour vous dire combien on est reconnaissant vis-à-vis de vous. Et je peux dire une chose, on attend désormais la date du 9 décembre avec impatience et ce grand débat démocratique avec beaucoup d'impatience. Merci infiniment. Vous n'aviez pas la langue de bois.